Bonjour et bienvenue dans cet épisode 13 du Cinéco. Je suis Andy Mortier, je suis accompagné, comme d'habitude, de Rodolphe Huvenot. Salut. On va parler aujourd'hui d'un petit film qui est sorti dans pas beaucoup de salles, vu que nous à Rennes on l'a eu au TNB, et je sais même pas s'il y est encore. Je crois qu'il y est encore, et Les Maudites aussi y est encore, si jamais. Ouais. Oui, parce que c'est un film, du coup, comme Les Maudites dont on parlait précédemment, il sort encore de Gérard May. Lui, il a rien eu, je crois. Et Les Maudites non plus, il n'avait rien eu, je crois. Si. Non plus. Ah si, il avait peut-être il avait eu peut-être un prix du jury, je crois, Les Maudites. Peut-être. Peut-être, mais en tout cas, elle, ça n'a pas eu grand chose à Gérard May. Réalisé par Thibaut Hémin. Hanks vient de rencontrer Cass quand l'épidémie éclate. Partout, les gens fusionnent avec les choses. Cloîtré dans son appartement, le couple doit faire face à cette menace monstrueuse. Bon, alors on a pris le synopsis basique, mais déjà, Très bien résumé, bravo. c'est très bien résumé, merci. Mais en vrai, il y a des fautes dans ce résumé-là, puisqu'il parle de couple, et on n'est C'est pas vrai vraiment... que non, on n'est pas vraiment sur un groupe. C'est pas la dynamique qui est. Enfin, c'est comme ça qu'elle évolue, mais au début, c'est vraiment juste un plan cul, quoi. Hanks, en tout cas, qui est joué du coup par Mathieu Sampeur. Et c'est un personnage assez particulier, vu que quand on le rencontre, il est tout seul dans son appart. Il a une chambre qui ressemble à celle d'un enfant. Il a beaucoup de jouets dans la chambre. C'est une chambre qui fait très vieille aussi, genre Ouais. bloquée dans les années 90. Oui, c'est vrai que c'est 90, rétro. 90. C'est assez rétro. Très ouais. rétro. Et ce qui dénote aussi avec un point, c'est qu'il a un énorme projo qui a l'air de bien diffuser du 4K et tout. Mais même il mange que des barres de céréales, enfin quand elle lui apporte à manger du coup vu qu'il y a une épidémie en fait, bon très clairement on a un lien avec le Covid. C'est vrai que c'est l'héritage post-Covid qu'on voit là. Hein. Mais on reste quand même sur du film de genre, on ne reste pas sur du Covid. C'est pas un film d'épidémie comme on en a vu plein et tout, comme tous les films que les gens ont commencé à mater quand il y avait le Covid. Là, c'est vraiment un film de genre. Quoi. Tu vois bien, la première chose que tu vois de l'épidémie, c'est vraiment des trucs super étranges. Parce que du coup, comme on l'a dit dans le résumé, c'est les gens fusionnent vraiment, mais en plus, là ils disent avec les objets, mais c'est vraiment ils fusionnent avec tout. Genre Oui. du moment qu'ils sont en contact. Même tous les objets fusionnent entre eux en fait. Tout fusionne il n'y a entre plus eux. question de séparation en fait. Ouais, c'est même pas en fait une épidémie humaine. Mm. C'est contrairement aux trucs qu'on voit souvent, si, Contagion, je crois. Oui, Contagion c'était un peu. C'est Covid avant. C'est Covid. Non. Soderbergh. Ouais. Ou encore, au hasard, hein, The Bay de Barry Levinson, un bon petit documentaire comme on aime, où là ça touche tout le temps les humains en partant d'un truc. Là vraiment, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est pas centré sur les humains, mais la façon dont elle se transmet aux humains, elle est très humaine. Dans le sens où ça se manifeste par le regard. Ça, c'est un point qui est hyper important dans le film, c'est cette question du regard. Et surtout que le regard, généralement, ce qu'on dit, c'est que les yeux, c'est le reflet de l'âme. Et l'âme, c'est quelque chose de très... Oui, ouais. Les deux se disent, en vrai. Le reflet dans la fenêtre de l'âme. Oui, mais dans tous les cas, l'âme, c'est quelque chose de très... Un concept très humain et qu'on associe plus à l'humanité. Et c'est drôle parce que du coup, ils fusionnent avec les objets, les gens. Donc c'est... Mais ça reste une maladie, quoi. C'est une maladie, mais par contre, le film la traite plus comme une évolution. On voit que justement tous les objets commencent à fusionner et je sais pas si tu sais d'ailleurs, mais ça fait longtemps que j'en entends parler, depuis l'autre film même dont on va parler vu qu'il le traite aussi. Mais il y a des recherches sur le cancer qui tendent vers le fait que c'est une évolution, le cancer. Qu'en gros ça crée des cellules, en fait c'est des cellules qui se créent, du coup on ne les supporte pas, mais elles sont censées contrer en fait le truc qui amène à ça. C'est une mutation des cellules, mais qui amène potentiellement plus tard à une évolution. Mais dans des milliers d'années, des millions d'années. Enfin... Ouais, on sera mort d'ici là. Et c'est ce que le film traite, vu que la mère de Hanks, du coup, a eu un cancer. Il dit un cancer foudroyant. Ouais. Le côté évolution, on va dire, on va le voir surtout avec certaines images du film. Puisqu'au début, il y a par exemple un clochard c'est un SDF qu'on a vu une scène avant. On le voit jouer avec un kazoo que d'ailleurs Hanks avait donné à sa compagne, entre grosses guillemets, Cass, et qu'elle, elle a donné un SDF et tout. Et on l'entend siffler toute la nuit. Et le lendemain matin, ambulance et tout ça. Et en fait, on le voit qu'il est devenu tout gris parce qu'il a commencé à fusionner avec le sol, quoi. Ouais. Il y a des scènes assez graphiques, quand même, dans la seconde partie du film. Je pense au drap. Oui. Ça, c'est dur à voir. Mais le film est limité par son budget, par contre. Oui. Il a des grosses ambitions et on va dire que du coup, il peut pas se permettre de tout montrer avec le peu de budget qu'il a. Mais je trouve qu'il se débrouille vachement bien. Oui. Et apparemment, de ce que j'ai vu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont crié à l'IA pour certaines scènes. Non, mais justement, on a regardé le générique avec Lou et le réel a confirmé qu'il n'y a pas d'IA dedans. Non, c'est bien des artistes. C'est vraiment des effets spéciaux qui
sont faits pour être étranges, mais en même temps, vu que, de toute façon, l'IA, on en a déjà parlé, il y a cet aspect très bizarre et tout très étrange. Mais il y a cet aspect, en fait, il y a cet aspect de fusion dans les vidéos IA. Et c'est ce que le truc essaye de faire. Enfin, les dernières images du film. Des plans. C'est des plans évocateurs, quoi. C'est des plans, c'est des paysages en fait qui sont arrivés au bout de cette évolution du coup de mutation et qui en fait on voit des montagnes bouger, on voit des sols un peu se distordre. Et c'est vrai que ça fait très IA et c'est pour ça que je suis resté à la fin pour voir. Mais en vrai, le truc c'est que l'IA ne m'aurait pas spécialement dérangé pour faire des images comme ça, tu vois. Oui, pour ce coup-là, non, ça aurait pas. Surtout avec aussi peu de budget, c'est pas excusable. Enfin, j'ai énormément de mal de base avec l'IA et tout. Mais il y a des moments, par exemple, quand tu vois Late Night with the Devil qui met des cartons IA entre ses séquences alors qu'ils ont clairement les moyens d'engager un graphiste. Oui, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose que des scènes qui nécessitent beaucoup d'effets spéciaux comme dans Else, et justement c'est d'autant plus honorable que du coup ils ont pas utilisé l'IA. Ouais, c'est des trucs numériques. Mais c'est vrai que je trouve que ça fait un sacré mélange entre le Covid et l'IA, cette maladie qu'on voit dans le film. Ouais. De trucs qui fusionnent, qui donnent un aspect hyper grotesque. Qui amène encore à une question d'évolution, tu vois. Et le truc c'est que c'est pour ça que j'aurais accepté l'IA, moi. Ça donne quelque chose de grotesque et tout. Genre l'IA, même si on a de plus en plus de mal, on sait à peu près voir, surtout les anciennes. Genre, du coup, c'est très bizarre de parler un peu ancien parce que ça date littéralement d'1 an, les images IA qui étaient encore hyper grotesques et tout. Mais justement, il y a une énorme évolution de l'IA dans ce sens-là. Et le film, il montre un petit peu cette période d'entre-deux, je trouve, de l'IA, même sans. C'est clairement pas le sujet du film, mais ça, avec le recul, ça évoque un petit peu ça, quoi, cette étrange évolution. Qui en plus, la première fois qu'on la voit, c'est sur internet. Oui, c'est avant de voir les premiers cas en vrai, on voit des trucs en. Des caméras, des vidéos de surveillance. Ouais, et puis même, au début, c'est sur les réseaux sociaux qu'il voit ça. Ouais. Et il fait, ça doit être faux. Et c'est assez ironique parce que nous, on regarde des trucs, il y a pas mal de gens qui disent non, c'est vrai, alors que c'est faux. Et lui, il est là, non, ça doit être faux, alors qu'au final, ça va être vrai, et puis ça va être dans des proportions, mais immenses, quoi. Ouais, parce qu'on est vraiment pour le coup dans un huis clos pendant presque tout le film. Ouais. On a aussi notamment, on va dire, un voisinage et une question un peu. Le film est très peu suggestif, on va dire. On est dans une narration assez étrange. On a des persos assez étranges, notamment une voisine. Notamment, il y a un conduit qui sert à parler avec les voisins. Enfin, c'est le conduit, le vide ordure en fait. Oui, c'est le vide ordure, mais même en dehors de ça, il peut lui communiquer par sa salle de bain, lui, vu que c'est sa voisine de palier. Oui, c'est vrai. Mais il y a un côté déjà, en fait, il y a un côté très organique dans la maison, comment elle est faite. Et on va le retrouver ce côté organique là, puisqu'il y a un moment où la maison va fusionner. Aussi, oui. Et ça va devenir un énorme tube digestif, le conduit ordure, De toute façon, déjà le vide ordure, c'est déjà un tube digestif en soi. Donc, c'est ça, parce que oui, il y a les ordures qui passent par là. Enfin, c'est des idées, en vrai, c'est des idées qui sont géniales. Hein. Et puis en plus, vu que tout le monde se barricade, ça renforce la fusion du bâtiment et tout, donc c'est vraiment très cool. Et puis en plus, je trouve que moi c'est intéressant, c'est que Hanks, déjà le prénom, il fait pas très entre guillemets français, tu vois. Non. Et dans le voisinage, c'est pareil. Sa voisine, c'est une femme japonaise, Setsuko. Il y a un couple et un enfant de voisin en bas qui ont un fort accent. Ouais, ils ont un accent. Je pense que c'est germanique, un truc comme ça. Je pense, ouais. Et accent de l'Est, en tout cas. C'est très pas polyglotte du coup, parce que ça parle le japonais à un moment, elle parle japonais. Mais à part ça, c'est surtout en français. Mais c'est très polyculturel, on va dire. Et c'est à aucun moment adressé. Genre en mode c'est très normal et tout, et ça je trouve ça très cool, mais c'est quand même très intéressant là-dessus. En mode l'évolution qui va vers le fait de tout fusionner. Bah oui, t'as un écosystème déjà présent dans la maison. Et dans la maison, dans l'appartement, il y a déjà ce truc c'est des gens qui viennent un peu ailleurs et qui sont fusionnés dans cet appart, quoi. Ouais. Et puis on parle d'évolution, mais Setsuko, d'ailleurs ça c'est un point j'ai vu parce que j'ai checké des critiques Letterboxd. Tu as parlé de Setsuko qui parle notamment du poisson, non? Ouais. Oui, c'est super intéressant puisque c'est ce qu'on disait. C'est par rapport même au cancer, tu vois, c'est que nous on a le cancer, on meurt pour l'instant. Mais parce qu'à un moment, en fait, c'est comme le poisson qui va sortir de l'eau et puis qui va marcher. Enfin, ça va être le premier qui meurt, mais c'est une évolution lente. Mais il y a forcément à un moment qui va être amené à cette évolution-là. Et pour le coup, dans le film, c'est notre personnage, en fait, qui va faire ce plongeon. Et ce qui est assez ironique, entre guillemets, parce que celle qui raconte l'histoire, elle choisit de pas passer le pas. Oui. Ouais. Ne vous attendez pas à une fin, on va dire. Oui, mais en gros, ils arrivent à sortir avec Setsuko de l'appartement après que Cass, elle est fusionnée. Et Tetsuko, en fait, il découvre, parce qu'ils se sont jamais vus en 3 ans qu'elle habite là, et il découvre qu'elle est aveugle. Donc par conséquent, étant donné que cette maladie se transmet par le regard, elle est techniquement immunisée, en tout cas par la transmission humaine. Et le truc, c'est qu'ils croisent des enfants.
et les enfants, ils ont les yeux crevés. Ouais. Et ils suivent une sorte de drone militaire qui les guide vers une sorte d'endroit où ça serait bien, tout ça, machin. Sauf que ça Et en fait, genre, on sait pas ce qui va se passer là-bas, mais tout ce qu'on sait, c'est que eux, ils acceptent pas le gros changement qui est fait parce que bah, c'est un énorme changement qui fait peur. Et puis en plus, clairement, le film est pas vendeur sur le truc, hein, parce que quand Cass elle en parle, elle dit, moi je pensais que j'allais être anesthésiée et plus rien sentir. C'est l'inverse. Oui, c'est douloureux. Elle sent absolument tout et tout est douloureux. Et ça renvoie encore vers ce truc de Setsuko et tout. Et comme quoi elle dit que le poisson, c'est douloureux, chaque pas est un enfer, mais il faut le faire pour continuer d'évoluer. Et je trouve ça étonnant qu'il y ait pas mal de gens qui soient passés à côté de ce truc. Il y a des gens qui comprenaient pas pourquoi ils retournaient dans l'appartement ou pourquoi elle et les gamins avaient les yeux crevés. Enfin, je trouve que c'est des éléments qui sont assez implicites dans la mise en scène, clair. Il y a beaucoup de renvois entre des dialogues et des personnages qui sont échos. Et puis l'histoire du poisson est amenée très. C'est très explicite quand même. Oui, si je me trompe pas, elle raconte cette histoire-là aussi au moment où il est dans sa salle de bain. Et où le film commence à discrètement passer aussi en noir et blanc. Oui, c'est le moment où il passe en noir et blanc. Ouais. Donc. Parce qu'il y a ce gros virage en plein milieu du film qui a une esthétique très très colorée en plus au début. Oui. Avec tous les décors de la chambre et tout ça. Bah, la fin aussi se remet très colorée quand on est dans la maison digestive, on va dire, et puis dans la partie post-apo dehors. Quoi. Et puis ensuite, plus on avance, plus les couleurs s'amenuisent, notamment en fait quand ils doivent changer de pièce. Oui. D'ailleurs, cette pièce, il faudra en reparler aussi, je pense, à un moment. La pièce assez vieillotte. Ouais. Oui. Et puis ensuite, quand lui, et c'est à ce moment-là que Cass se fait infecter, à cause d'ailleurs du chien de Tetsuko. Oui, qui a fusionné avec le mur, avec la maison, quoi. Avec les planches de bois aussi, parce qu'on entend la respiration du chien, et d'ailleurs on en reviendra dessus après sur le son du film. Oh oui. Décidément, on voit des films très impactants avec le son au TNB en ce moment. Bah oui, surtout lui. Mais du coup, dans cette pièce-là, elle est déjà plus terne, on va dire. Et puis ensuite, quand elle raconte cette histoire Tetsuko, bah là, ça devient vraiment du pur noir et blanc et tout. Mais c'est pas du noir et blanc très contrasté non plus. C'est très onirique, je trouve, comme noir et blanc. C'est ce que ça veut dire. Mais oui, du coup, pour parler un peu du son, moi, c'est un peu ma théorie dessus d'ailleurs, c'est qu'il y a énormément de bruit dans le film, de plans notamment où ça mâche, des trucs comme ça, et de sons, on va dire, avec les fusions. Et quand il y a quelqu'un d'ailleurs, si je me trompe pas, dans le générique, j'ai vu artistes ASMR ou des trucs comme ça. Et je pense que le film est regardable, enfin écoutable, sans avoir le côté, sans avoir le côté un peu gore du film. Et si on l'écoute, je pense que ça fait un truc assez agréable. Mais c'est vrai, mais c'est parce qu'il y a un moment où il regarde de la ASMR pour s'endormir le personnage aussi. Mais voilà, c'est pour ça, je pense. J'avoue que moi ça m'a de la ASMR au cinéma, franchement, c'était la première fois que j'en avais. Et c'est aussi pour ça que justement le spectateur au final est effrayé par le film parce qu'il le regarde. En soi, on serait peut-être pas effrayé si on avait que le son, parce que le son il est très texturé quoi. Et ça rejoint au final le propos du film, enfin en tout cas son scénario, où la maladie se transmet par le regard. En vrai, si tu faisais que entendre, en fait, tu subirais l'évolution, on va dire, et puis. Mais ne pas se par les yeux. C'est du coup le rapport Hanks-Cass, qui visiblement est un écho du rapport Hanks et sa daronne. Oui. Parce que d'ailleurs, on n'a aucune mention du père de Hanks. Non. Et lui, il vit uniquement par la relation qu'il avait avec sa mère. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il est bloqué, que sa chambre elle est bloquée. Il est bloqué dans son enfance. Il est bloqué dans son enfance. Et même lui, il travaille pas dehors. Il travaille de chez lui. Visiblement, il a l'air d'être éditeur en photographie et tout ça. C'est sur ça qu'on le voit travailler au début du film. D'ailleurs, en plus de photographie, le regard, bon. Et du coup, il y a ça. Et puis, il y a plein de scènes où, en fait, où Cass a une image un peu maternelle et tout. Et notamment la scène du drap, où on n'a pas tous les deux la même vision. Pour moi, les deux matchent très bien. Ouais, mais toi, celle que t'as première évoquée. Ouais, celle que la première parce qu'en gros, Cass, quand elle commence à être atteinte, il l'allonge dans un lit. Il faut qu'elle bouge tous les, je sais pas combien de temps, 15 minutes, je crois. Ce qui est déjà atroce, parce que du coup, tu peux plus dormir, tout ça. Ouais. Et en fait, elle commence à fusionner avec le drap, et genre, elle a un drap blanc sur tout son corps. Et toi, t'as vu ça quand on en avait parlé. Tu m'as surtout mis en avant le truc du mariage. Et moi, je t'ai surtout mis en avant le truc du deuil. En vrai, le truc, c'est que c'est pas incompatible. Je sais plus si c'est un tableau, la Marie cadavérique. Donc, je pense que de toute façon, il joue sur les deux flancs. Parce que, de toute façon, si elle lui rappelle sa daronne, elle lui rappelle la mort. Mais d'un côté aussi, c'est le personnage avec lequel il est dans le film. Et il est potentiellement amoureux, quoi. Oui, et puis en plus, il dit pour lui, l'amour, c'est pas quelque chose de positif.
Parce qu'il dit que quand il a eu sa première copine, et qu'il a été... Non, même pas, c'était même pas sa copine, il avait été juste amoureux, et ben c'est à ce moment-là que sa mère a eu son cancer. Ouais. Et qu'il n'avait pas eu de vraie relation depuis. Et mais voilà, je pense, en tout cas pour Else... Bah on a dit la majorité. On a dit la majorité des choses, on va peut-être revenir dessus. On va sûrement revenir dessus, mais en tout cas, du coup, moi je voulais faire 2 échos, avec, puisqu'on a parlé du cancer. Mais un autre film traitait un peu de cette évolution-là, notamment, du coup, Annihilation de Alex Garland, sorti sur Netflix en 2018, si je ne me trompe pas. Avec Oscar Isaac, Natalie Portman, Tessa Thompson, Jennifer Jason Leigh. Donc, pour résumer le film, on est proche, du coup, d'un scénario à la Stalker. Du coup, le petit synopsis, Léa, une biologiste et ancienne soldat, se joint à une mission pour découvrir ce qui est arrivé à son mari dans la zone X. Un phénomène sinistre et mystérieux qui s'étend sur la côte américaine. Une fois à l'intérieur, l'expédition découvre un monde de paysages et de créatures mutées, aussi dangereux que beaux, qui menacent à la fois leur vie et leur santé mentale. Eux, ils privilégient la zone X. Bon, dans le film, ils disent pas spécialement la zone X, moi si j'en souviens en tout cas. Moi je me souviens plus du miroitement. Et ce qui est intéressant dans le film, c'est que du coup, on a le montage est un peu puzzle-lique, un peu bordélique, puisqu'on sait pas quelle scène se passe avant ou après le miroitement. Mais le miroitement, du coup, c'est quoi ? C'est un effet, enfin, comme le dit le film, en fait, c'est une zone qui est couverte une sorte de voile. Une sorte de voile un peu coloré. Un peu aquatique aussi. Ouais. Alors, il y a un peu un effet... Oui, un délire de bulle quand ils entrent. Et en fait, tout ça, ce voile-là, crée des mutations. On va notamment percevoir dans le miroitement, il y a des formes humaines, en fait, fait avec des fleurs, arbustes, des fleurs et tout ça, où tu as un humain qui a fusionné complètement avec un mur. Et du coup, dans Annihilation, il y a aussi un délire, puisque de cancer. Je sais plus quel perso en parle, mais en tout cas, il y a pas mal de persos qui développent des cancers, je crois, quand ils sont dans le miroitement. T'as aussi un truc d'incohérence qui se crée avec, je crois que c'est le personnage de Tessa Thompson, mais je suis pas sûr. Non, c'est sœur de... Parce qu'il y en a une qui ressemble à Michelle Rodriguez et je me demande si c'est pas sa sœur, parce qu'elle s'appelle Rodriguez aussi, l'actrice. Mais qui porte à un moment un fusil qui dit « Ah, c'est lourd », alors que c'est la plus costaud des... Et oui, qui envoie d'ailleurs, j'ai pas précisé, mais il y a que des femmes dans l'expédition. Oui. Ce qui est assez étrange, d'ailleurs, puisqu'on est dans une sorte de communauté soldat. Et ils ont... La première expédition, je crois, il y avait que des hommes. La première expédition, il y avait que des hommes. Peut-être qu'ils se sont dit c'était donc ça le problème, le chromosome Y. Mais là, le film laisse assez de pistes, on va dire. Enfin, il explore pas mal de pistes, mais il laisse pas mal aussi de flou. Et quand on est dans le miroitement, on a une photographie, on va dire, qui est un peu spéciale et qui ressemble pas mal à celle du coup de Thibaut Hémin quand il fait ses séquences à l'IA. Ses décors, en tout cas pas à l'IA, mais ses décors avec les... Ses décors fusion. Ouais, avec notamment un iceberg qui est super bien taillé. Enfin, c'est absolument pas naturel, mais où on a, comment dire, ces éclats un peu de couleurs, tous ces flares très colorés. Et je sais pas du coup si toi tu veux rajouter quelque chose sur la mutation. On a le truc de la fusion, on a un cri un ours qui crie, je ne sais plus comment. Comme un humain, je crois. Hein. Ouais, il a un cri. Oui, il a absorbé le cri d'un humain. Il ressemble même plus trop à un ours en plus. Hein. Il est vraiment la créature à moitié démoniaque et tout. Enfin, mais ça c'est vraiment le truc qui rapproche le plus le film, c'est les fusions et la façon dont elles ont entre guillemets plus de sens pour nous, mais que dans leur environnement, c'est cohérent quoi. Parce que c'est sûr que quand on regarde comme dans Else, les fusions elles ont aucun sens et tout, mais genre quand on revient dans l'immeuble à la fin de Else, ça a l'air de s'être lissé entre guillemets. Tout a l'air d'avoir une cohérence dans ce truc. Et là c'est pareil en fait. Genre, vu qu'on a le regard des gens qui envahissent le truc, c'est trop bizarre. Mais à l'intérieur en fait c'est limite beau en fait. Le tube digestif, enfin le décor. Le tube digestif, le décor du tube digestif ou du côlon dans lequel il s'engouffre dans la maison, c'est un super beau décor. Mais j'accepterais pas d'y aller moi. Non. Non, mais ce qui est intéressant aussi, on a moins ce délire là, on va dire, dans Annihilation. Même si on a ce côté organique plus avec le soldat qui est au mur et puis on voit que ça fond un peu, enfin que les décors font entre eux. Le phare, c'est organique. Oui. Et puis je crois que c'est là qu'il y a son clone du coup. Oui, c'est là où il y a son clone qui est de base mal formé. On va dire que c'est un truc assez... Et au fur et à mesure, il devient à moitié elle, et puis à la fin on sait plus trop qui est quoi, qui est sorti quoi. Et on sait pas du coup en fait à la fin... Qui est sorti. Est-ce que le miroitement a envahi toute la Terre, ce qui est possible, puisque même au début du film en fait, la photographie du coup de la maison d'Oscar Isaac et de Natalie Portman sont déjà en fait dans une forme de miroitement.
Donc voilà, film monté un peu bizarre, étrangement. Je pense pas qu'il y ait de réponse au film de toute façon. C'est fait. Mais après, je pense qu'il doit y avoir un énorme soin sur le scénar, étant donné que c'est Garland, quoi. Oui, c'est un bon scénariste quand même, donc c'est pas mal niveau texture aussi. Thibaut Hémin, du coup, a cité ça comme référence du film, et en même temps, on le capte assez vite. Hein. Oui. Eraserhead de David Lynch, en référence du coup de Else. Alors on va résumer Eraserhead, je suis curieux parce que c'est possible de résumer Eraserhead. Apparemment ils ont réussi, donc on va voir. Henry réside seul dans un appartement. Jusqu'à là on est quand même proche de un appartement sombre entouré d'usines. Lorsqu'il découvre qu'une aventure avec Marie X l'a laissée enceinte, il épouse la future mère et la fait emménager avec lui. Les choses prennent une tournure décidément étrange lorsque le bébé du couple s'avère être une étrange créature ressemblant à un lézard. D'autres personnages... Faut le dire vite pour que... Moi je vois pas un lézard, mais... moi je vois pas grand chose. D'autres personnages, dont une dame défigurée qui vit à l'intérieur d'un radiateur, habitent le bâtiment et ajoutent aux ennuis d'Henri. Mais là on a encore... je pense que ce qui se rapproche le plus de Thibaut Hémin plus que le scénario, on commence avec un homme seul. C'est l'ambiance. C'est l'ambiance et les textures, on va dire les textures au son. La couleur aussi. Enfin, c'est pas négligeable. Pas de couleur dans Eraserhead du coup. Justement. Oui. C'est pas négligeable que le film passe au noir et blanc, au moment où il devient plus lynchéen, entre guillemets. Parce que ça, c'est vraiment un adjectif qui est maintenant utilisé pour montrer à quel point Lynch il a marqué le cinéma et tout. C'est les films qui sont un peu étranges et tout, on les dit lynchéens. Et je pense que le fait de vouloir passer au noir et blanc, c'est vraiment encore plus montrer l'hommage du coup à Eraserhead de Lynch, quoi. C'est surtout que de toute façon on a même le passage où elle est dans son drap est encore en noir et blanc à ce moment-là. Enfin on dirait un mélange de Lynch et de Cronenberg, quoi. C'est une image que tu pourrais très bien avoir dans dans Elephant Man où il y a ce noir et blanc là très travaillé. C'est un noir et blanc très granuleux en tout cas. Et d'ailleurs si je me trompe pas, elle c'est très granuleux dans tout le film. Oui. Je sais pas avec quoi ça a été tourné. C'est pas tourné à la pellicule, je pense. Mais par contre, ce qui est assez étrange, est-ce que cet aspect granuleux, il est dans les images de fin ? Pas pour moi, non. Non, justement, est-ce qu'il a fait un peu très très clean. Il a fait un peu muter aussi son image au cours du film. Mais par contre, après Eraserhead, faut mettre un truc dessus aussi. C'est un film assez compliqué, contrairement à Else. J'ai cru qu'il allait s'arrêter. C'est un film assez con. Très non, mais c'est assez très exigeant aussi. Ouais, parce que ça reste un film expérimental pour le coup. Et très exigeant en termes d'ambiance, notamment d'ambiance sonore. Si Else peut être un peu agréable par certains moments au niveau sonore, j'ai pas ce souvenir-là sur Eraserhead. Non, c'est casse-couille Eraserhead, mais ça participe au truc. Même le bébé qui chiale. Je me souviens encore des petits bruits de... Ouais. Et aussi précision, on va faire un peu de pub quand même là-dessus, parce que si vous voulez le découvrir, du coup, Eraserhead, ça passe le dimanche 15 juin. À 18h et ça dure 1h30. Donc ça à voir absolument parce que ça reste un Lynch. C'est l'histoire de revoir encore les Lynch après la grosse vague qu'on a eue en février, je crois. Bah oui. Et donc du coup moi ça m'a rappelé un peu La Nuit a dévoré le monde de Dominique Rochet, qui est un film de zombies français qui date de 2018 et qui est un film de zombies sérieux. Je le précise parce que c'est quand même assez rare pour moi ces dernières décennies d'avoir des films de zombies qui sont vraiment full sérieux, et il y a toute cette vibe aussi du mec tout seul dans un appartement, et je pense que c'est aussi le truc, c'est que Cass et Hanks ils se rencontrent dans une fête à la base. D'ailleurs je trouve ça assez étonnant parce que je vois pas le personnage de Hanks aller à une fête, et du coup ça m'a rappelé un petit peu le personnage du coup de Sam qui est interprété par Anders Danielsen Lee. Et en fait, où il est pareil dans un appart parisien un peu grand et tout, en plein centre et tout. Et puis, quand il se réveille, il n'y a plus personne, c'est la fin du monde, il y a des zombies. Else, c'est vachement bien. Oui, c'est à voir absolument. C'est très étonnant. À voir et écouter absolument. C'est quand même assez clivant, il y a des moments qui sont très très longs, genre dans le rythme. Ça va pas toucher tout le monde. Moi, je trouve que le film donne assez de curiosité, en tout cas, pour qu'on se dise... Évidemment, ça donne envie de rester et tout, mais je pense que ça peut aussi faire sortir à certains moments. Ça peut rebuter, mais en même temps, c'est du cinéma de genre. D'ailleurs, c'est encore quelqu'un, si je ne me trompe pas, il sort de la Fémis aussi, Thibaut Hémin. Il y a une génération de la Fémis, j'ai l'impression, du Cournot, Thibaut Hémin... je sais pas, ils ont peut-être pas été au même cours, tu vois, avec les autres, et puis parce que en général, la Fémis, je suis pas sûr que ça fasse des réals de genre de base, quoi. Puis d'ailleurs, bravo à Thibaut Hémin quand même, parce que
quand on regarde un petit peu au niveau de sa filmo, il n'y a que Else et un court-métrage qui date de s'appelle 2007 Else, qui s'appelle ouais. Else et qui est le même court. Et il a tenu son projet pendant un paquet d'années. Hein, Oui, donc à peu près 7 et 7. Ça fait donc 17 ans. Bravo à lui. Il y a 17 ans entre le film, le long métrage et le court. Quoi. Donc bravo d'avoir réussi à faire ça. C'est là le vrai talent d'un cinéaste, je pense. Faire tenir un projet pendant plus de 20 ans. Mais merci en tout cas d'avoir écouté ce podcast. On vous conseille donc Else de Thibaut Hémin, Annihilation de Alex Garland et Eraserhead de Lynch. Bon ouais. Voilà, c'est un film de Lynch. Hein, tout Lynch du coup aussi, tant qu'à faire. Et La Nuit a dévoré le monde, hein, tant qu'à faire. Si de Dominique Rochet. Ouais. Merci d'avoir écouté cet épisode et puis on se retrouve très bientôt. Et merci et à bientôt.